Voilà, bonjour. On va regarder la correction des exercices que je vous ai donnés l'autre jour. Euh, donc, on avait des questions sur les particules chargées dans un champ de force. Euh, et on voulait savoir, selon les différents cas, connaître la nature du champ de force. Donc, maintenant, si le champ de force ne dépend pas ni de la charge ni de la vitesse, et on a une formule pour ça, il faut connaître les trois formules, hein. F est égal à mg, donc le champ gravitationnel G est égal à la force sur M. On n'a pas ni la charge ni la vitesse dans la formule, donc forcément ça correspond au champ gravitationnel. Si maintenant le champ de force est indépendant de la vitesse mais dépend de sa charge, d'ailleurs j'ai oublié de souligner la charge, et bien on va s'apercevoir que on a une formule pour ça, la force électrique est égale à Q fois E. Donc E est égal à F sur la charge Q. Le champ E dépend bien de sa charge, mais pas de sa vitesse. Donc ce champ est un champ électrique. Maintenant, un champ qui dépend à la fois de la vitesse de la charge et de la vitesse, c'est le champ B. On va avoir F est égal à Q sur V. Enfin, pardon, B est égal à F sur QV. Donc ça correspond forcément au champ magnétique. Maintenant, on prend un électron qui est accéléré. Je vais essayer de grossir un tout petit peu. Un électron qui est accéléré à partir de de sa position au repos. Et la différence de potentiel est de 2,1 kV. Alors, euh, initialement, il a une énergie potentielle qui est égale à sa charge Q fois la différence de potentiel. Maintenant, si l'électron se met à accélérer de sa position au repos, ça veut dire que l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Donc on va avoir un demi de mv2 qui est égal à l'énergie potentielle Q fois delta V, ce qui nous donne notre formule V est égal à racine de 2Q delta V sur M. Quand on fait l'application numérique, attention avec deux chiffres significatifs, on va avoir V est égal à 2,7 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Ensuite, on va faire passer cet électron entre deux plaques qui sont chargées. Une plaque est à un potentiel de 0 volts, l'autre à 95 volts. Première question, bah, on va vous demander de représenter la force qui va s'appliquer sur l'électron, qui est l'électron en P. Si on prend l'électron en P, il est négatif, donc il va être forcément attiré par la plaque positive. Donc la force est dirigée vers la plaque qui est à 95 volts. Pardon. Euh, Juste pour expliquer un tout petit peu, l'électron a déjà une vitesse initiale, va passer entre ces deux plaques. Il faut remarquer que la force est perpendiculaire au déplacement de l'électron. Donc en fait la vitesse le long des plaques ne va jamais être changée. Par contre on va avoir une déviation verticale. Donc initialement il n'y a aucune vitesse verticale, uniquement horizontale. Mais la vitesse verticale va passer de 0 à une vitesse qu'on aura peut-être à calculer plus tard. Les lignes de champ, on a un champ qui va être uniforme entre les plaques. Je les ai représentées sur le schéma. On va avoir ce champ E qui est dirigé du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Et si on voulait avoir la valeur du potentiel E, la valeur du champ électrique E, on prendra tout simplement la variation de potentiel divisée par la distance qui sépare les plaques, c'est-à-dire 95 volts moins 0, divisé par les 2,2 cm. Maintenant, on voudrait connaître la valeur de la force qui s'applique sur l'électron. Bah, on applique la formule euh, qu'on a vue pour les forces électriques. La force est égale à Q fois E. Et E, évidemment, il faut le connaître. E, donc j'en avais parlé il y a 30 secondes, c'est la variation de potentiel divisée par la distance qu'il y a entre les plaques. Donc 95 divisé par 2,2 fois 10 puissance moins 2 parce que on veut transformer les centimètres en mètres. Et ça me donne l'expression d'une force qui est la suivante. Je vais essayer d'entourer l'expression. F est égal à E, c'est-à-dire la charge Q, puisqu'on a un seul électron, E fois delta V sur L.
J'ai oublié la valeur numérique, mais je vais la retrouver bientôt. On avait une force qui nous faisait 6,9 fois 10 puissance moins 16 newtons. Et évidemment, on n'oublie pas les unités. Merci. Maintenant, on va s'intéresser au, au déplacement de la particule sur la longueur des plaques. On sait que les plaques, on nous dit, vont faire 12 centimètres. Alors, on voudrait savoir quelle est la durée du parcours de la particule si elle parcourt les 12 centimètres. On peut reprendre les équations SUVAT. On peut regarder par exemple l'expression qui donne le déplacement. On a x est égal à 1 demi de l'accélération. Attention à l'accélération selon x, puisqu'on regarde l'évolution de la particule selon, enfin parallèlement aux plaques, selon un axe x. Donc x est égal à 1 demi de ax t au carré plus la vitesse initiale selon x fois le temps. L'accélération, il n'y a pas d'accélération selon x. L'accélération, on le verra plus tard. Je vous rappelle que l'accélération, on l'a déduit de la seconde loi de Newton, c'est F est égal à la masse fois l'accélération. La seule force qui s'applique, c'est la force qui est dirigée vers la plaque la plus chargée, donc qui est perpendiculaire au déplacement. Donc l'accélération selon x est égale à 0. Donc on va avoir comme déplacement x est égal à la vitesse initiale selon x multiplié par le temps. Donc le temps est égal à la distance parcourue divisée par la vitesse initiale, ce qui va nous donner une durée très brève, mais de 4,4 fois 10 puissance moins 9 secondes. Toujours pareil, deux chiffres significatifs. Alors la question c'est, pour revenir à ce qu'on avait au début, on sait qu'on va avoir notre particule qui va être déviée, et on voudrait savoir verticalement à la fin quelle a été la déviation de la particule. Donc, on va reprendre un petit peu nos équations de la cinématique. On va prendre l'expression y est égale à 1 demi de ay t au carré plus la vitesse initiale selon y fois le temps. On sait qu'il n'y a pas de vitesse initiale verticale dans le problème, donc elle va être égale à 0. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est quelle est la valeur de l'accélération verticale. Donc on prend la seconde loi de Newton, la force est égale à Q fois grand E est égal à M fois A. Donc l'accélération A, c'est-à-dire l'accélération selon Y, ce qui nous intéresse, la seule qui existe, est égale à Q fois E divisé par M. Quand on fait le calcul, on va trouver 7,6 fois 10 puissance 7,6 mètres secondes moins 2. Donc maintenant, on n'a plus qu'à remplacer l'accélération et le temps par leur valeur numérique. Et quand on fait le calcul, on va trouver le déplacement vertical qui est de 7,3 mm. Alors attention, on va avoir un résultat en mètres qu'il faudra convertir. Ce que je voudrais absolument à chaque fois, c'est que la chose, à mon avis, la plus importante, c'est pas tellement l'application numérique, c'est surtout l'expression de la formule. Et cette formule-là, je voudrais qu'elle soit retenue, surtout, enfin qu'elle soit retenue, pas retenue, mais en tout cas qu'elle soit indiquée, et s'il vous plaît, encadrée encadrée sur votre feuille. Voilà. Et ça, c'est l'application numérique AN. Suite du problème. Expliquer pourquoi dans le problème, on a négligé les forces gravitationnelles pour le calcul de la déflexion de la trajectoire de l'électron. C'est assez simple. La force gravitationnelle qui va s'appliquer sur notre électron, c'est tout simplement, il faut vous souvenir du poids, hein. C'est le poids de l'électron, c'est petit m fois g. Si on fait le calcul, on trouve une force gravitationnelle qui est égale à 8,9 fois 10 puissance moins 30 newtons. Auparavant, on avait trouvé que la force électrique était égale à 6,9 fois 10 puissance moins 16 newtons. On a quasiment un facteur 14, une différence d'ordre 14 entre les deux forces, ce qui fait qu'on peut facilement négliger la force gravitationnelle dans notre problème. Et ça serait bien, quand vous rédigez cette solution, il y a deux points à prendre, de pouvoir montrer les deux expressions des forces et faire rapidement l'application numérique pour justifier le fait qu'on puisse négliger la force gravitationnelle. Maintenant, l'application, enfin en tout cas l'étude des spectromètres de masse. Ce qu'on appelle les spectromètres de masse sont des appareils qui vont permettre de pouvoir séparer des particules selon leur vitesse. On va mélanger en fait un champ
un champ électrique et un champ magnétique, et on va faire passer des particules dedans. Donc, on voudrait maintenant pouvoir placer un champ magnétique uniforme dans la région où il y a les deux plaques, mais à une condition, il faut que l'orientation du champ magnétique soit telle que l'électron n'est pas dévié quand il passe entre les plaques. Et entre les plaques, je vous rappelle qu'il y a un champ électrique. Pour que l'électron ne soit pas dévié, il y a une chose très simple qu'on peut avoir, c'est que si initialement on avait la force électrique qui était dirigée vers le haut, euh, pour éviter d'avoir une déviation, il faudrait qu'on ait une force magnétique dirigée vers le bas. Donc, pour avoir une force, je vous rappelle aussi que la vitesse, je vais le mettre en, je vais changer de couleur, je vais le mettre en rose. Mon électron, il se déplace dans cette direction. Donc, si on applique la règle de la main droite, et si on tient compte aussi du fait que l'électron a une charge négative, le seul moyen pour que cette force B, la force magnétique, soit dirigée vers le bas et compense la force électrique, c'est que le champ magnétique rentre dans la feuille. C'est la seule solution. Et donc, essayez devant votre feuille de placer vos doigts dans la position de trièdre direct en pensant bien que l'électron est négatif. Et ben vous allez vous apercevoir que la seule solution, c'est d'avoir le champ magnétique dirigé vers la feuille. Maintenant, on voudrait avoir l'intensité du champ magnétique. Bah, si on a deux forces qui se compensent, on va avoir la force magnétique qui est égale à QVB, donc c'est-à-dire E, la charge de l'électron, il n'y en a qu'une, fois V fois le champ magnétique, est égal forcément, puisque les forces se compensent, à la force électrique, est égal à QE, c'est-à-dire E fois grand E. On en déduit l'expression du champ magnétique que j'ai souligné, que j'ai encadré, pardon, et qu'il faut absolument encadrer vous aussi. L'application numérique nous donne 1,6 fois 10 puissance moins 4 Tesla. Maintenant, on va essayer de faire passer différents types de particules dans ce champ magnétique et électrique. On prend une vitesse maintenant d'un électron un peu plus grande qu'initialement. Donc si on regarde les formules, la force électrique, elle, ne dépend pas de la vitesse, donc elle est absolument inchangée. Mais par contre, si on prend la force magnétique, c'est égal à E fois V fois B. Si la vitesse augmente, forcément FB augmente. Et si FB augmente, à ce moment-là, elle n'est plus compensée par la force électrique. Ce qui veut dire qu'on va avoir une force magnétique plus grande que FE, et donc la particule va être déviée vers le bas. Si maintenant on prend un proton, alors un proton a une masse qui est 2000 fois plus importante que celle de l'électron. Autre chose, c'est que la charge du proton est la même que celle de l'électron, mais positive. Dans les deux expressions des forces, on s'aperçoit que la masse n'intervient pas. Donc, que que le proton soit plus lourd, ça n'a aucune importance. Par contre, que la charge du proton soit opposée à celle de l'électron, ça va tout simplement, à partir des formules qu'on avait, faire que les deux forces vont s'inverser. Mais par contre, l'intensité des forces, Fe, est toujours égale à Fb. Donc, si Fb et Fe continuent à se compenser, la particule n'est pas déviée. Maintenant, si on prend une particule alpha, alors ça, vous ne le savez peut-être pas encore, mais la particule alpha, c'est un hélium en fait, un noyau d'hélium, et on va avoir deux protons, donc deux charges positives. Si on prend deux charges positives, au lieu d'avoir tout à l'heure, ce qu'on avait vu tout à l'heure, une charge qui était égale à E, maintenant on va avoir une charge qui va être égale à 2E. Mais dans ce cas-là, on va encore avoir la force électrique et magnétique qui vont se compenser. Donc même si les forces ont doublé d'intensité, elles se compensent toujours et donc la particule n'est pas déviée. Voilà pour cet exercice-là. Le QCM, on vous donne des lignes de potentiel électrique et on voudrait savoir à quel endroit le champ électrique est le plus grand. Donc, je vous rappelle que le champ électrique, E, si je prends sa valeur absolue, c'est la valeur absolue de moins la dérivée du potentiel, donc la variation du potentiel par rapport à la distance. On s'aperçoit qu'on a un point, c'est le point C, qui se retrouve entre deux lignes d'équipotentiel. Et donc c'est là où les lignes sont le plus resserrées, et c'est forcément là où la variation de potentiel est la plus grande, donc que le champ électrique est le plus important. Maintenant, on prend pour l'exercice 41, on va prendre une charge négative qu'on va placer dans l'espace. Elle va forcément créer un champ électrique autour d'elle. Alors, comme la charge est négative,
lignes de champ. Les lignes de champ vont être dirigées vers la charge. On n'a pas de ligne à l'intérieur de la charge. Il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur de la charge. Mais par contre, les lignes de champ sont dirigées vers la charge. Maintenant, on voudrait savoir quelle est l'expression du champ électrique au niveau de la surface de la sphère. L'expression du champ électrique, on la connaît, c'est E est égal à K, donc qui est égal à 9 fois 10 puissance 9, K fois la charge de la sphère divisé par le rayon au carré. Le rayon, c'est la distance qu'il y a entre le centre de la sphère et la surface de la sphère. Donc quand on fait l'application numérique, on va trouver 4,0 fois 10 puissance 4, attention, volts, mètre, moins 1. Je vous rappelle aussi que les autres unités, je vais le marquer comme ça, E aussi en newton coulomb, newton par coulomb. Il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. Maintenant, on va prendre un électron qui est initialement au repos sur la surface de la sphère. Il faut qu'on décrive la trajectoire de l'électron. Premièrement, c'est que l'électron est négatif, la sphère est négative. Donc ils vont forcément s'éloigner. Maintenant, selon quelle direction? On sait évidemment que la force qui va s'appliquer sur l'électron, c'est égal à Q fois E. Donc forcément, la force qui va s'appliquer sur l'électron va être radiale et l'électron va s'éloigner de la sphère en suivant les lignes de champ. Maintenant, on voudrait avoir l'accélération initiale de l'électron. Ça, c'est la deuxième ou seconde loi de Newton. Ça va être simple. La seconde loi de Newton dit que la force est égale à la masse fois l'accélération de l'électron et que la seule force qui s'applique, c'est Q fois E, la charge électrique. On en déduit que l'accélération, c'est QE divisé par M. On en déduit donc la valeur de l'accélération de l'électron, qui est égale à 7,2 fois 10 puissance 15 mètres par seconde au carré. Maintenant, on voudrait savoir si l'accélération reste la même, constante, si elle diminue ou si elle augmente. Si on reprend l'expression de l'accélération, Q fois grand E divisé par M, ça nous fait aussi la force divisée par M. L'expression de la force, vous la connaissez, c'est K fois le produit des charges, Q1 fois Q2 divisé par R au carré. Évidemment, plus on s'éloigne de notre sphère chargée, plus donc le rayon augmente. Si le rayon augmente, ça veut dire que l'intensité du champ électrique diminue, donc la force électrique diminue, ce qui veut dire que l'accélération va diminuer. Dernière question. Maintenant, on se place en un point P, éloigné de la sphère, et on mesure la vitesse de l'électron qui est 6,0 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. On voudrait savoir quelle est la différence de potentiel qu'on va trouver au point P, entre le point P et la surface de la sphère. L'électron initialement avait une vitesse qui était égale à 0. Il a acquis une vitesse qui n'est plus égale à 0. Donc il a acquis l'énergie cinétique. Initialement, il avait l'énergie potentielle. Donc ce qu'on va établir, c'est que l'augmentation de l'énergie cinétique provient de la différence de potentiel. Donc on va avoir Q delta V est égal à 1 demi de V au carré, ce qui va nous donner que la différence de potentiel delta V est égale à 1 demi de mV2 divisé par Q. Quand on fait l'application numérique, on va trouver à peu près 100 volts, c'est-à-dire, si on veut respecter les chiffres significatifs, 1,0 fois 10 puissance 2 volts. Voilà pour la correction des exercices que je vous ai donnés en cours. À travailler sérieusement pour la suite. Merci.